Le mercredi 2 octobre 1872 à 20h20, Phileas Fogg et Passepartout démarrent la plus célèbre course autour du monde et contre le temps. Le tour du monde en 80 jours, ça se passe très très vite. D'un chapitre à l'autre, il y a des rebondissements, il y a de l'action. Il y a ce qui est le cœur du livre, c'est-à-dire qu'on a envie de tourner la page. Ça a été un immense succès de Jules Verne et ça a été un succès immédiatement mondialisé. Il est très vite traduit dans différentes langues, non seulement en anglais, mais aussi en hongrois, polonais, russe, allemand. Pour lui, le fait de décrire le monde ne signifiait pas avoir vu le monde entier. Phileas Fogg et Passepartout ont 80 jours pour faire le tour de la planète. Comme toujours avec Jules Verne, ça a toujours une trame extrêmement forte, très simple. Et à partir de là, ça pose des tas de questions. Et on se dit, au fond, moi, mais pourquoi je cours? Dans ce livre, Jules Verne met en scène un exploit pour l'époque qui va fasciner l'imaginaire de ses lecteurs. Pourquoi ce livre a eu un tel succès? Qu'annonçait-il du monde moderne? Jules Verne a 43 ans quand il s'installe avec sa famille à Amiens. Il est déjà l'auteur de multiples succès, 5 semaines en ballon, De la Terre à la Lune, 20 000 lieues sous les mers. Ici, à l'écart de Paris, seule l'écriture rythme la vie de l'auteur. Et c'est dans cette ville que l'écrivain va imaginer dès son arrivée les aventures trépidantes de Phileas Fogg et de son acolyte Passepartout. Jules Verne a préféré s'éloigner du tumulte de la mondialisation naissante, choisissant d'imaginer l'accélération du monde plutôt que de la vivre. Au début du 19e siècle, le monde était encore immobile. Jules Verne naît à Nantes en 1828. 6 ans auparavant, c'est ici qu'on inaugure la première ligne de bateaux à vapeur en France. La vapeur invente la société industrielle et la société industrielle invente un monde nouveau qui va enthousiasmer le futur romancier. Au 19e siècle, les gens voyageaient très peu, mais vraiment très peu. Il y a des gens qui n'ont jamais vu la mer et qui pourtant habitaient à 10 km de la mer ou à 15 km de la mer. Le voyage reste encore quelque chose d'assez exceptionnel. Nantes, c'est un grand port de commerce ouvert sur le monde. Donc, au moment où Jules Verne naît à Nantes, en 1828, et puis surtout pendant les 20 premières années de son enfance et de sa jeunesse, il a été en contact permanent avec cette révolution des transports. Il voit l'évolution de ce qu'il appelle, depuis les grands bateaux à voile de la marine marchande, jusqu'à l'introduction de la vapeur. Un beau jour, enfin, mon frère et moi, nous eûmes la permission de prendre passage à bord d'un bateau à vapeur, le Pyroscaphe numéro 2. Quelle joie! C'était à en perdre la tête. À cette époque, on ne voyageait que peu, ou pas. C'était le temps des réverbères ou du briquet fumade. Oui, j'ai vu naître les allumettes phosphoriques, le timbre-poste, le pantalon à jambes libres, le système métrique, les bateaux à vapeur de la Loire dits inexplosibles, parce qu'ils sautent un peu moins que les autres. Les chemins de fer, les tramways, l'électricité, le gaz, le télégraphe, le téléphone, le phonographe. Je suis de la génération comprise entre deux génies, Stephenson et Edison. C'est sans doute le génie de Jules Verne d'avoir saisi à quel point cette révolution industrielle, cette révolution technologique allait modifier le rapport de l'homme au monde. C'est une révolution qu'on ne peut pas imaginer de nos jours. De nombreux témoignages contemporains montrent à quel point les gens en ont été impressionnés et à quel point le rapport au temps a évolué depuis. Si on pense au tour du monde en particulier, les transports mécanisés, à la différence de la traction animale, c'est ce qui permet de prévoir avec certitude un trajet. À partir du moment où on peut calculer le temps parcouru, on peut parier. Le mercredi 2 octobre 1872, au cours d'une partie de whist avec ses collègues du Reform Club, le gentleman Phileas Fogg soutient que le monde a rétréci et qu'il est désormais possible de le parcourir en 80 jours.
Je parierais bien 4000 livres qu'un tel voyage fait dans ces conditions est impossible, lui rétorque son partenaire de jeu. Sur ce, Phileas Fogg engage la moitié de sa fortune pour partir le soir même. 2 mois, 2 semaines et 5 jours, 1920 heures ou 115 200 minutes. C'est une plaisanterie, se désespère Passepartout. Il y a une polémique du chemin de fer à l'époque de Jules Verne qui vient, d'une part de la dangerosité même du chemin de fer. Il y a eu déjà beaucoup de catastrophes. Et les romantiques, en particulier, ont beaucoup de griefs contre le train. Ils reprochent aux voyageurs d'être devenus des paquets vivants, complètement aveugles au monde qui les entoure. Donc cet ensemble de griefs, il est tout d'un coup mis en scène, dramatisé dans le roman par 2 personnages. Le personnage de Phileas Fogg, donc, qui est évidemment l'adepte du chemin de fer, de la ligne droite, et le personnage de Passepartout, qui est lui un curieux, qui retarde d'ailleurs sans arrêt le voyage, qui va toujours visiter les villes qu'il traverse. Je pense que la personnalité de Passepartout a été développée par Jules Verne, car il est exactement à l'opposé de Fogg. L'anglais méthodique d'un côté et le français drôle de l'autre, qui sait se débrouiller dans toutes les situations. Donc, Phileas Fogg est l'anti-héros typique. Un Anglais sédentaire jusqu'au maniérisme, emprisonné dans ses habitudes, avec une vie réglée à la minute près. Il surprend d'autant plus avec son plan quand il annonce à son entourage qu'il va partir du jour au lendemain, faire le tour du monde en 80 jours pour établir un record. C'est certainement ce qui fascine le plus chez ce personnage contradictoire et drôle malgré lui. Phileas Fogg, c'est un homme chronomètre. Il passe son temps à chronométrer son temps parce qu'il s'est fixé donc un défi. Il a parié qu'il ferait le tour du monde en 80 jours. Il pense que c'est possible, puisque les infrastructures maintenant le permettent, mais il sait aussi qu'il n'a pas de temps à perdre. C'est une forme d'incarnation de l'homme du progrès, sans doute, tel que le conçoit Jules Verne. C'est-à-dire un homme qui maîtrise l'univers. Il maîtrise le temps, bien sûr, homme horloge, mais aussi homme qui veut faire avancer le monde en montrant la puissance des machines. À l'époque de Jules Verne, personne n'avait la même heure. Ça peut sembler complètement incroyable aujourd'hui, mais pour que l'heure soit juste, il fallait que tout soit synchronisé et qu'en plus, tout fonctionne un petit peu de la même façon. Il y a les heures des gares, qui sont même souvent différentes des heures données par l'église du village. Et progressivement, le temps des lignes va devenir le temps de référence universel, on va dire. Mais ça met beaucoup de temps, en fait. À l'époque où Jules Verne écrit et compose le Tour du monde, on en est encore très loin. Samuel. Oui, monsieur? Quelle heure avez-vous? Il est 9h10, monsieur. 9h10. Vous retardez 2 minutes. Oh. Mais l'important, c'est de le savoir. Oui, monsieur. Jules Verne arrive à Paris après la Révolution de 1848 pour terminer ses études de droit. Il vit grâce à une pension très modeste que lui donnent ses parents et qu'il continue de recevoir après ses études, alors même qu'il a annoncé à son père qu'il ne voulait pas retourner à Nantes pour reprendre son cabinet. Il veut plutôt devenir écrivain et réussir au théâtre. Il a très longtemps eu une vie de bohème à Paris. On raconte très souvent qu'il avait un ami, Aristide Hignard, qui partageait des redingotes. L'une la portait le mardi et le jeudi, et l'autre le lundi et le vendredi, pour aller donc dans les salons littéraires où il fallait absolument avoir un vêtement. Mais voilà, au début, l'argent n'est pas là.
Jules Verne était intéressé surtout par le théâtre. D'ailleurs, les années 50, 40, 50, 60 étaient le moment où il y avait énormément d'écrivains de théâtre. Donc, un écrivain avait besoin, même sur le plan économique, d'avoir du succès au théâtre. Donc, Jules Verne commence comme ça. Il va essayer des drames historiques, il va essayer des comédies plus ou moins sérieuses, il va essayer des vaudevilles. Et puis, eh bien, il cherche des formules pour faire sa place dans ce monde littéraire qui ne lui ouvre pas spontanément les bras. Il y a certainement eu plusieurs occasions où Jules Verne a été découragé. Mais il avait en quelque sorte le sentiment qu'il réussirait sûrement à un moment donné. Et ça s'est réalisé plus tard. Au XIXe siècle, on lit les récits des explorateurs, on écoute aussi les explorateurs, on les écoute évidemment à la Société de géographie, mais pas seulement. Le XIXe siècle, c'est l'époque où se mettent en place, pour la première fois, des conférences grand public. Et dans ces conférences grand public, on écoute très volontiers les explorateurs. Ce qu'on vient chercher, c'est sans doute une part de rêve. C'est l'idée d'une évasion en dehors d'une société qui avance très vite, et qui, du fait même de l'accélération du temps, semble toujours ne pas avancer assez vite. Jules Verne, quand il arrive à Paris, il va rencontrer des personnalités qui vont aussi lui transmettre ce goût pour les voyages. La plus marquante, certainement, c'est Arago, qui fait partie de ces grands explorateurs et qui transmet à Jules Verne cette passion. Jacques Arago était définitivement une personnalité fascinante qui, des années plus tôt, avait également voyagé à travers le monde. Il était devenu aveugle entre-temps et essayait de gagner sa vie avec des pièces de théâtre à Paris, car il était par ailleurs metteur en scène. Monsieur, votre thé. Merci, Samuel. Il a pris Jules Verne sous son aile et lui a permis, avec ses histoires, de développer son propre imaginaire. Le succès de son premier roman complet remonte en fait à la personne qu'il a rencontrée au cours de la rédaction de ces 2 récits de voyage, basés sur ses propres expériences en Scandinavie et en Écosse. L'un des récits a été écrit jusqu'au bout, l'autre jamais. Il l'a proposé à l'éditeur Hetzel, qui ne l'a cependant pas accepté, et lui a plutôt suggéré de proposer quelque chose de nouveau en matière de roman de voyage. Pierre-Jules Hetzel, à l'époque où Verne le rencontre, est un éditeur extrêmement connu. C'est l'éditeur des plus grands écrivains du XIXe siècle. C'est l'éditeur de Victor Hugo, c'est l'éditeur de George Sand, c'est l'éditeur de tous les grands. Il l'a soutenu parce qu'il pensait que Jules Verne avait un talent pour écrire, mais il fallait que ce soit quelque chose de plus original qu'un énième récit de voyage en Angleterre et en Écosse. Jules Verne reprend courage et décide alors d'écrire une traversée de l'Afrique en ballon. Et Jules Verne lui envoie un texte, donc un voyage dans les airs, qui deviendra 5 semaines en ballon. Et il se trouve que 5 semaines en ballon est un coup d'essai de ce point de vue-là pour Jules Verne, mais est aussi un coup de maître, parce que c'est un roman assez parfait, qui allie toute une série de qualités, qu'on retrouvera d'ailleurs dans le Tour du monde en 80 jours, le rapport à la géographie, des parties du monde inexplorées, une technologie que Jules Verne s'approprie en l'adaptant autant que nécessaire, et puis aussi des personnages dont l'humour est suffisamment fort pour qu'on s'y attache spontanément. Jules Verne voulait être écrivain et il a compris que la matière géographique lui permettrait de le devenir. Lorsqu'il veut définir son roman, il parle d'un roman géographique et il dresse explicitement ce roman géographique contre le roman historique qui était largement pratiqué à l'époque. La science, la technologie
Pour Jules Verne, c'est un vecteur. C'est celui qui permet, d'une part, de faire le voyage, mais aussi de mettre le récit sur le fil du voyage. Il a exploré, au fond, tous les possibles. Hein, il a exploré les possibles, en haut, en bas, partout, et très souvent prémonitoire. Et en plus, tous ces personnages existent vraiment. Et les personnages, c'est des machines à explorer. Alors que souvent, dans la science-fiction, les personnages sont beaucoup moins importants que les idées. En France, il était plutôt connu comme l'inventeur du merveilleux scientifique. C'est l'idée de voir des merveilles dans la science. Et si on veut avoir aujourd'hui une idée de ce qu'est le merveilleux scientifique, il faut évidemment se tourner vers Méliès. Alors malheureusement, aujourd'hui, quand on parle de l'œuvre de Jules Verne, alors il y a une grande partie du monde qui dit « le père de la science-fiction ». Alors ça, c'est une formule horrible, parce que quand on lui demandait « quel est votre but ?», il répondait « d'écrire le monde sous la forme du roman ». Et le merveilleux scientifique et la science-fiction, c'est pas du tout les mêmes concepts, finalement. Jules Verne, ce qui l'intéresse, peut-être au moins autant que l'écriture, sont les grandes images qui allaient clouer de stupéfaction un spectateur et puis un lecteur. J'ai eu l'idée que doit avoir tout homme pour faire fortune. Je viens de faire un roman d'une forme nouvelle. S'il réussit, je continuerai. Je ferai des romans. Pour faire le tour du monde, avant 1869, il fallait, en partant de Londres, prendre un bateau, faire le tour de l'Afrique, passer devant le cap de Bonne-Espérance et aller en Inde. En 1869, on a inauguré le canal de Suez. Et on économisait quelque chose comme 15 jours, parce que le tour de l'Afrique, vous imaginez, etc. Bon, cela dit, un tour du monde voulait dire traverser les États-Unis également. Et en 1869, on a terminé la construction du chemin de fer Est-Ouest, donc de New York à San Francisco. On pouvait traverser les États-Unis, ça fait des milliers de kilomètres, en train, sans descendre du train. Mais troisième chose, le grand problème, c'était les Alpes. Il fallait traverser le Mont-Cenis, donc le tunnel du Mont-Cenis, l'hiver, avec des traîneaux qui avaient des skis dessous et qui mettaient 17 heures pour traverser les Alpes. Donc, en 72, on avait les 3 éléments nouveaux pour écrire un tour du monde en 80 jours. Parce qu'il y avait le chemin de fer américain, le canal de Suez et le tunnel du Mont-Cenis. Jules Verne trouve l'idée du tour du monde en 80 jours en lisant la presse et il réinscrit ce phénomène dans son roman puisque c'est en lisant la presse que Phileas Fogg a l'idée de son tour du monde. Jules Verne trouvait son inspiration dans de nombreuses sources différentes. Les journaux, la littérature, dans sa propre expérience. Mais en ce qui concerne le personnage de Phileas Fogg, étrangement ou curieusement, force est de constater qu'il existe 2 vrais modèles, qui sont tous 2 américains et non pas anglais comme Phileas Fogg. L'un d'eux s'appelle même Fogg, Percy Fogg, un homme d'affaires américain qui avait fait le tour du monde en 3 ans et dont le nom est cité dans les journaux. Parmi les éventuels modèles de Verne, il y a aussi un précurseur qui s'appelle George Francis Train, qui était un grand entrepreneur, qui en plus a travaillé vraiment sur la jonction des rails aux États-Unis, et qui avait déjà fait un tour du monde au moment où Verne a écrit son tour du monde. En fait, George Francis Train en a fait 3. Et dans des mémoires qu'il a écrits un peu plus tard, il a dit qu'il avait été le modèle de Phileas Fogg. L'idée de faire le tour du monde, de boucler un tour de la Terre, est une idée qui parle, je crois, beaucoup au public du 19e siècle, parce que c'est le moment où l'homme découvre sa puissance et où l'homme veut découvrir, conquérir la Terre entière. Et il est extrêmement important de lui donner une image de cette possibilité de la conquête. Le tour du monde, c'est aussi, il faut bien le dire, le triomphe de la civilisation occidentale sur l'ensemble du monde.
Et ce tour du monde, il est contemporain des plus grandes entreprises de colonisation. Au fond, Jules Verne se moque du fantasme de tous ces gens qui veulent aller plus vite, qui veulent maîtriser tout, qui ont des solutions pour tout. Il y a une sorte de folie de la puissance au 19e. Ces gens-là, ivres d'eux-mêmes, ivres de leur pouvoir, vont devenir extrêmement néfastes. Mais c'est pas comme ça. En fait, tout ce qu'il y a d'important dans la vie, au fond, c'est ce qu'on ne maîtrise pas. Le 22 octobre à 8h du matin, le train reliant Bombay à Calcutta s'arrête en pleine jungle. Plus de chemin de fer, s'exclame Passepartout. Et Jules Verne écrit. Les journaux, comme certaines montres, ont la manie d'avancer. Et ils avaient annoncé prématurément l'achèvement de la ligne. Phileas Fogg et Passepartout restent à quai. Mais tous les moyens sont bons pour poursuivre le voyage et gagner le pari. Phileas Fogg évitait les frottements parce qu'il savait que les frottements retardent. Ce qui fait qu'il profite assez peu de la découverte des pays traversés. Ce qui peut peut-être nous étonner dans des personnages ou des héros comme ça, c'est qu'ils nous semblent totalement indifférents au monde qui les entoure. Mais ils ne le sont que parce qu'ils ont besoin de concentrer leur énergie pour atteindre leur objectif. Et je pense que Jules Verne était comme ça. Il a été obligé de se rendre ou d'être indifférent à beaucoup de choses du monde extérieur pour aller au bout de sa vocation littéraire et pour l'imposer. C'était lui aussi quelqu'un de méthodique. On le voit à la façon dont il planifiait son quotidien. On voit que c'est un grand amateur des énumérations, des choses comme ça. Donc je pense qu'il s'est un peu caricaturé là-dedans. Jules Verne s'installe à Amiens en 1871, puisque la famille de sa femme habite à Amiens. Il s'installe boulevard Guyancourt, dans une petite maison. Il y a la proximité avec Paris. Le train fonctionne déjà. Il va faire donc ses affaires mondaines. Il va voir son éditeur. Et le soir, il peut très aisément revenir à Amiens. D'ailleurs, il écrit sur cette ville que Jules Verne est assez proche de Paris pour en voir les lumières et assez éloigné pour ne pas en avoir les nuisances. Le premier roman écrit à Amiens, c'est Le Tour du monde en 80 jours et c'est vraiment l'un des premiers voyages extraordinaires qui est écrit ici, qui se démarque un petit peu des autres. Sur ces manuscrits-là de premier jet, la taille de l'écriture est effectivement microscopique. Et on se dit, mais c'est illisible. Alors, c'est parfaitement lisible, parce que même si c'est microscopique, c'est une écriture très posée. En plus, il utilise de l'encre rouge. Alors ça, il l'a fait sur d'autres manuscrits, mais sur le Tour du... Mais ça reste exceptionnel, et sur le Tour du monde, c'est extraordinaire pour nous, parce que l'encre rouge, elle sert à marquer les étapes du voyage. Et on se rend compte à quel point le Tour du monde en 80 jours, c'est une course contre la montre. Et donc, Jules Verne lui-même, pour être sûr de ne pas se tromper, il jalonne son récit. Donc, on a toutes les étapes du voyage avec le départ et l'arrivée. Là, par exemple, sur ces 2 pages, on a tout le séjour à Calcutta. Et on sait qu'il arrive le vendredi 25 octobre à 7h du matin et que le départ, c'est le 25 octobre à midi. Il a été d'une très grande méticulosité dans la composition de son roman. Et puis, peut-être cerise sur le gâteau, enfin je ne sais pas, en tout cas pour moi c'est une des choses les plus intéressantes de ce manuscrit. À partir du chapitre 27, j'y arrive, à partir du chapitre 27, Jules Verne, il est tellement emporté par son récit, parce que ça c'est quelque chose dont il a témoigné. Pour plusieurs romans, il le dit.
Je suis tellement emportée par mon écriture que je vis l'aventure avec mes héros. Et donc là, il est tellement emporté que la rédaction linéaire lui paraît vraiment trop longue. Et donc, il va remplacer cette rédaction par un canevas, donc des mots-clés. Pour accroître le suspense, Jules Verne pimente l'intrigue d'un inspecteur de police à la poursuite de Phileas Fogg, coupable, selon lui, d'un vol à la Banque d'Angleterre. Et sur son chemin, l'Anglais habituellement aussi flegmatique sauve une Indienne promise au sacrifice. « Mais vous avez du cœur !» s'étonne son compagnon de voyage. « Seulement quand j'ai le temps », lui répond Fogg. C'est très intéressant parce que d'un côté, l'écriture, elle est minuscule pour utiliser le moins de papier possible, mais il ne se prive pas de sa marge blanche. Et cette large marge, elle est très très importante parce que, en fait, il travaille sur cette marge. Il travaille pour lui-même, puisqu'il va apporter toute une série d'annotations. Et puis, dans les manuscrits de Misonnette qui sont ensuite transmis à son éditeur, la marge, c'est aussi l'espace de communication entre les deux hommes. Donc, il arrive très souvent qu'on ait des commentaires de Hetzel. Hetzel n'est pas simplement un éditeur connu, c'est aussi un éditeur de génie, parce qu'il a pris conscience d'un besoin qui était le besoin contemporain de développement de la littérature de jeunesse. Hetzel fonde la revue Le Magasin d'éducation et de récréation en mars 1864. Le besoin se développe avec l'instruction primaire, avec le développement de l'école. Et à partir de là, il faut bien sûr proposer des lectures pour ces jeunes lecteurs. Et des lectures qui soient des lectures formatrices. Les écrivains pour la jeunesse n'existent pas beaucoup à l'époque en tant que tels. Et Hetzel va spécialiser ou tendre à spécialiser Verne dans ce créneau très particulier. Étant donné qu'il voulait que le magasin d'éducation et de récréation contienne des textes d'un auteur qui décrivent le monde entier, donc il a choisi Jules Verne. On est quand même à l'époque où la France était complètement analphabète. Il fallait la rendre plus savante et puis plus apte aussi à accomplir une révolution industrielle. Donc Jules Verne s'est complètement inscrit dans ce mouvement-là. Et le merveilleux scientifique, c'est essayer autant que possible de tirer de la science et de l'industrie un émerveillement des images qui vont inciter ensuite des jeunes lecteurs à se les approprier et à peut-être mieux réussir la République. Jules Verne a d'emblée admis qu'il pouvait être un écrivain pour la jeunesse et ça ne l'a manifestement pas dérangé, en tout cas pas au début. Mais c'est quelque chose qui va aussi lui peser toujours davantage au fur et à mesure qu'il avance dans sa carrière. Jules Verne a toujours été exclu en fait de la littérature parce que justement il y avait des images dans ses livres. Des gens comme Flaubert ou Balzac, ils étaient très très opposés en fait à l'introduction de l'image dans le livre. Sur 62 voyages extraordinaires, 85 volumes, on compte 6000 illustrations. Une illustration toutes les 6-8 pages, ce qui est absolument gigantesque. Et le roman pour la jeunesse, ça ne fait pas une élection à l'Académie française. Donc Jules Verne tient à avoir d'autres supports et un certain nombre de ses romans vont être publiés dans des grands journaux quotidiens, dans Le Temps, par exemple, dans Le Figaro. Il essaie malgré tout de diversifier ses publics et d'affirmer une position qui ne soit pas simplement celle d'auteur pour la jeunesse. Au total, Hetzel vendra 500 000 exemplaires du Tour du monde en 80 jours, soit le plus gros succès de son auteur. Verne devient l'écrivain français le plus traduit. Le roman a du succès, mais alors l'adaptation à la scène, c'est plus un succès là, c'est un triomphe. Verne a toujours voulu écrire du théâtre. Il y avait certainement une grande frustration à ne pas être
un auteur de théâtre. Il faut penser que même à l'époque, c'était le théâtre qui consacrait les écrivains, pas les livres. Le Tour du monde en 80 jours, c'est un texte finalement un peu à part dans la création de Jules Verne, dans la mesure où Jules Verne l'a d'abord conçu comme une pièce de théâtre. Les différentes étapes du voyage de Phileas Fogg, ce sont des tableaux qui se succèdent, comme c'était le cas au théâtre à l'époque. Donc un texte d'abord imaginé au théâtre et un texte qui ensuite est porté à nouveau sur scène. Il y a certainement un petit côté revanche de Jules Verne quand il a écrit le Tour du monde en 80 jours, la pièce. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Verne est arrivé avec justement une idée assez nouvelle, qui était d'introduire le train, le panorama, le transport, le voyage sur la scène de théâtre. Du temps où le cinéma n'existait pas et la télévision non plus, c'était vraiment la pièce qu'on appelait un grand spectacle. C'est-à-dire, on allait au théâtre pour voir de vrais éléphants, un vrai train sur la scène, et c'était ça qui plaisait aux gens. De ce côté-là, ils n'étaient pas déçus, puisque Verne leur renvoyait non pas l'image d'un monde réel, mais l'image d'un monde très pittoresque. C'est pas la photographie du monde réel qu'on voit dans le Tour du monde. Ça a été joué pour la première fois en 1874, je crois le 7 novembre. Et avant 1900, il y avait déjà eu 2500 représentations à Paris. C'était la pièce qui a eu le plus de succès pendant la fin du 19e siècle. Dans la presse, non seulement la presse qui s'occupe de théâtre, mais la presse en général, même les quotidiens français, on a parlé énormément de cette pièce. C'est le moment où Jules Verne se dit « Ah ben, enfin, j'ai réussi ». J'ai eu du succès, j'ai des moyens que j'attendais. Il a changé sa vie pendant ces années-là. Son succès et ses nouveaux moyens financiers lui permettent d'emménager à Amiens, dans cette bâtisse, surnommée la Maison à la Tour. Jules Verne va choisir cette maison pour recevoir et montrer sa réussite. Chaque pièce va avoir un décor différent, de style différent, pour montrer une fois encore qu'on a les moyens d'entretenir et de recevoir dans un joli hôtel particulier. Elle est grande, elle lui offre la possibilité d'avoir un étage consacré rien qu'à sa création, le 2e étage. On lit la correspondance entre Jules Verne et Hetzel, on se rend compte qu'il écrivait plusieurs romans en même temps, selon les recherches qu'il trouvait, selon les avancées, et il en faisait part à son éditeur, qui, en retour, Hetzel lui donnait des consignes, des corrections, des indications. Hetzel était extrêmement interventionniste au point que, pour certains romans, Verne finit par lui écrire « Écoutez, terminez vous-même. Vous avez tellement modifié mon roman que je ne sais même plus où je vais. Donc allez-y, terminez. » Mon cher Hetzel, vous dites que je dois me fatiguer à pondre 3 volumes par an. Cela est parfaitement vrai, et je le sais mieux que personne. Vous me proposez de réduire à 2 le nombre de ces volumes annuels, sans que le rendement en diminue pour moi. Je reconnais là votre bon cœur et je vous remercie. Pourquoi Verne et Hetzel sont restés liés ensemble? Parce que ça fonctionne, parce que le succès est là, parce qu'il est lu mondialement, il est traduit dans 50 langues étrangères. Lorsqu'il voyage, il connaît la célébrité et c'est un binôme qui fonctionne concrètement. Jules Verne a les idées, il écrit, et Hetzel, il a cet aspect, ce qu'on va dire aujourd'hui marketing, commercial, en multipliant des affiches de publicité, des produits dérivés. Finalement, c'est vraiment comme un manager aujourd'hui. Donc je pense que Jules Verne n'a pas voulu quitter Hetzel, une fois encore parce qu'il est persuadé qu'un jour ou l'autre, son succès peut s'arrêter aussi vite qu'il est arrivé et que s'il est arrivé aujourd'hui au sommet, il le doit à cet éditeur. C'est à mon avis un partenariat qui tient
à la complémentarité de ces deux hommes. Monsieur, votre livre est arrivé. Ah, enfin une bonne nouvelle. Merci, Samuel. Jules Verne a un rythme de travail qui s'octroie quotidiennement. Donc il se lève à 5 h du matin, il va au 2e étage de la maison à la Tour et il écrit de 5 h à peu près midi. L'après-midi, c'est un temps de recherche à la bibliothèque municipale. Beaucoup de témoignages de lecteurs de l'époque racontent que Jules Verne se faisait une pile de documents et de journaux. Et il s'asseyait dessus de peur qu'on lui vole le document dont il avait besoin. Et il possède dans sa maison une grande bibliothèque, environ 12 000 ouvrages, livres et documents de tout genre. Il collectionne ces ouvrages avec une autre couverture que la version française. Et il collectionne et il achète beaucoup également les cartes commerciales, qui étaient beaucoup développées au XIXe siècle. Et pour lui, ce sont des véritables sources d'informations et de documentation, puisque sur ces cartes commerciales, certes, les routes sont indiquées, mais également les reliefs, les fleuves. Il achète aussi des revues géographiques, scientifiques. Il y a des romans qui se passent en Australie, qui se passent en Turquie, il prenait chaque fois et il racontait que pour faire ça, d'abord, il commençait par la lecture de livres géographiques ou historiques concernant le pays choisi. Ensuite, en lisant le livre, les personnages m'apparaissent, disait-il. Donc petit à petit, il a inventé la trame en lisant des textes sur l'histoire ou sur la géographie du pays voulu. Qu'est-ce qui fait plus le tour du monde? Est-ce que c'est un navigateur qui fait le Vendée Globe, sans avoir vu une terre à part au loin le Cap Horn? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a écrit le tour du monde en 80 jours, en prenant les guides? C'est un explorateur inouï. Il y a des tas de gens qui voyagent sans y avoir été, et puis d'autres qui voyagent et qui n'ont rien vu. C'est ça la liberté de Jules Verne. Être tranquille, enfermé chez lui à écrire, c'est une forme de liberté absolue. Je veux peindre la Terre entière, le monde entier, sous la forme du roman, en imaginant des aventures spéciales à chaque pays. Pourquoi est-ce qu'on écrit? On écrit parce qu'on ne supporte pas d'être seulement soi-même. Si vous vous contentez de ce que vous êtes, vous n'êtes jamais un artiste, tout va bien, la vie est comme ça, très bien, vous vous contentez de... Eh bien, un artiste, il ne se contente pas. Quand vous avez bien construit un personnage, vous laissez le personnage explorer. Parce qu'il y a des choses que le personnage va découvrir auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Parce que le personnage, c'est une sorte de bateau que vous avez construit et qui navigue tout seul et qui va explorer des rivages où vous n'auriez jamais été sans le personnage. Il n'y a pas plus grande liberté que la liberté du romancier qui invente son monde et qui crée son monde et qui invente ses personnages. C'est ça la liberté de Jules Verne. Et comme ça ne lui suffisait pas, il avait en plus besoin de la liberté de la navigation. Lorsqu'il est enfin devenu un écrivain à succès, il s'est donné les moyens de voyager librement. Il achète 3 bateaux, dont un yacht à vapeur. Ces bateaux lui permettent de vivre ses rêves, que l'on retrouve à nouveau dans sa littérature. En 1877, Jules Verne va tomber en arrêt devant un magnifique yacht. C'est une affaire, mais c'est quand même un investissement de 55 000 francs or, ce qui est énorme. Il se fera d'ailleurs quelque peu tancer par son éditeur Hetzel, qui trouve que ça n'est pas bien raisonnable. Mais Jules Verne lui dit « Oui, c'est peut-être une folie, mais moi j'en ai besoin de ce bateau ». Jules Verne n'était ni quelqu'un qui est resté chez lui toute la vie, ni quelqu'un qui a fait de grands voyages. Il a un peu voyagé, surtout quand il a eu plus d'argent, comme un monsieur de la bourgeoisie du XIXe siècle qui voyageait de temps en temps. D'autant plus qu'il voyageait avec sa femme, son fils, son frère, ses amis, donc c'était vraiment un voyage de luxe. Jules Verne n'a jamais effectivement effectué les grands voyages d'exploration de ses héros.
Il voyage beaucoup plus confortablement, ça c'est certain. Mais il voyage comme un touriste. Et à bord du Saint-Michel III, Jules Verne va faire pendant 10 ans des croisières, qui sont des croisières mémorables pour lui, mais aussi pour son œuvre, parce qu'un certain nombre de ces croisières sont des inspirations directes de certains de ses romans. Alors, le terrible Hetzel intervient une fois de plus. Il lui dit « Écoutez, mon cher Jules, vous allez finir par lasser vos lecteurs avec ces descriptions sans fin de la navigation. » Et Jules Verne ne renoncera pas, parce que pour lui, c'est le bonheur absolu. Après Calcutta, les voyageurs font escale à Singapour, Hong Kong, Shanghai, Yokohama, puis l'Amérique. Sur son carnet de notes, Phileas Fogg reporte consciencieusement l'avance ou le retard cumulé par le voyage. Le 23 novembre, le gentleman a parcouru la moitié du globe terrestre. Sur 80 jours mis à sa disposition, il ne lui en reste que 28 à dépenser. Mais maintenant, la route est droite. Le 3 décembre, Monsieur Fogg arrive à San Francisco. Il n'a encore ni gagné, ni perdu un seul jour. À l'époque de Jules Verne, on commence à voyager, le voyage se démocratise et ce qui confirme cette démocratisation du voyage, c'est l'apparition d'un nouveau terme dans le vocabulaire qui est le terme de touriste. Touriste est un mot qui apparaît au XIXe siècle. Ça n'existait pas avant, on n'imaginait même pas ce que pouvait être le tourisme. Phileas Fogg et Passepartout, effectivement, peuvent représenter les touristes dans la mesure où ils voyagent dans les nouvelles conditions créées par les nouveaux moyens de transport et puis les nouvelles infrastructures. Dans les multiples lectures qu'on peut donner du Tour du monde en 80 jours, Jules Verne nous dit c'est bien gentil de pouvoir voyager à la vitesse de la vapeur, mais si on ne prend pas le temps de regarder le monde, à quoi ça sert? Donc ça peut nous faire penser effectivement à certaines attitudes qu'on rencontre encore aujourd'hui et qui ne peuvent qu'interroger. Si on arrive à Roissy, on prend son avion, tout va bien, on est pris par hôtel, machin, on est là, et on a le buffet à volonté, et puis on est au bord de la plage, et puis il y a un animateur, et machin, et puis on revient, rien ne s'est passé, on n'a rien vu, on n'a rien vécu. S'il y a eu un truc, une fragilité, là on a vécu, comme dans la vie, c'est pareil. C'est pareil. Mais les gens s'acharnent à ne pas vivre. Et après, ils sont terrorisés de quitter cette vie qu'ils n'ont pas occupée. Ça me fascine. Un voyage est-il réussi si nous n'accueillons pas l'imprévu ou nos fragilités? La vie est-elle la vie si nous ne la traversons qu'en ligne droite? Ni l'opium d'Hong Kong, ni les sioux d'Amérique ou les geôles d'Inde ou d'Angleterre ne feront dévier Fogg de sa course. Mais bientôt, le cœur du voyageur chavire. Mrs. Aouda, c'est une femme du 19e siècle qui apparaît un peu comme un supplétif de l'aventure, mais mine de rien, elle change complètement le sens du voyage, puisque Phileas Fogg en revient totalement transformé. Et détail qu'il ne faut pas négliger, c'est elle qui demandera Phileas Fogg en mariage, ce qui, à l'époque, est une forme d'audace. En 1886, Jules Verne a 58 ans. Plusieurs événements vont se succéder. La première chose, c'est que son neveu va lui réclamer une forte somme d'argent. Jules Verne refusant de donner cet argent à Gaston, son neveu. Va s'en suivre finalement des échanges très, très houleux. Et Gaston va menacer son oncle avec un pistolet, une arme. L'une des balles qui va être tirée va venir se loger dans la jambe de Jules Verne. Il va boiter, ça va sérieusement l'handicaper et il va beaucoup moins voyager. Et il va se sédentariser définitivement, finalement s'enfermer un petit peu dans cette maison, dans cette souffrance. Il écrira des choses assez sombres comme des poèmes dédiés à la morphine qui le font finalement survivre. Dans la même année, quelques mois après, il perd également son éditeur, ce qui était sa plus grande crainte. C'est qu'avec la disparition de Pierre-Jules Hetzel, que son succès, sa renommée s'éteignent avec lui. Le fils de Pierre-Jules Hetzel reprendra la maison d'édition, mais il ne retrouvera jamais ce lien, cette cohésion d'équipe pour la rédaction des romans.
Et pour Jules Verne, ce qui va lui donner un nouvel élan, finalement, c'est un ami qui va lui proposer de s'inscrire sur des listes au conseil municipal. Il sera élu pour la première fois conseiller municipal de la ville d'Amiens en 1888. Madame Blay. Thank you. Vos affaires, s'il vous plaît. C'est à peu près à ce moment-là aussi que Verne va être beaucoup interviewé, que de nombreux voyageurs vont venir vers lui pour lui poser des questions et pour lui apporter des échos du monde contemporain dans lequel lui-même ne peut plus se déplacer. Monsieur Verne vous attend, s'il vous plaît. Verne, on lui a jamais proposé de faire le tour du monde, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est devenu la référence obligée en matière de tour du monde. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir eu des tours du monde avant. Le roman et ensuite la pièce ont été tellement célèbres qu'il est devenu, on pourrait dire, la référence en tour du mondité. Hein. Donc, tous les journalistes qui parlaient d'un voyage autour du monde, ensuite, allaient le voir, allaient le consulter. L'une des plus fameuses, c'est Nelly Bly. Donc Nelly Bly, c'est une journaliste d'investigation américaine qui est connue pour non seulement le tour du monde, mais pour d'autres reportages tout à fait intéressants. Et soutenue par un journal américain, elle décide de faire un tour du monde sur les pas de Phileas Fogg. Elle prend le soin de passer par Amiens, c'est-à-dire que, alors même qu'elle aussi, elle est dans une course contre la montre, elle fait un petit crochet de Paris à Amiens pour saluer Jules Verne, qui la reçoit fort courtoisement, mais semble-t-il avec un certain scepticisme. I will go faster than Phileas Fogg. Faster. Yeah, faster than Phileas Fogg. Phileas Fogg, oui. Phileas Fogg. Oh. Là. Yes, I'll go faster than him. Vous... America. Yeah, I'm from New York. Ah, New York, ok. Mais vous comptez passer par Calcutta? No Calcutta, but Colombo, Hong Kong. Ok. Yokohama. Yeah. Ah, Then San Francisco, ok. and finally New York. Bravo, bravo, vraiment bravo. Thank you. Eh bien, allons trinquer à votre succès. Venez. Okay, yes. Et évidemment, elle est triomphante et elle devient, grâce à ça, célèbre. Alors, une des raisons pour lesquelles elle va gagner, c'est qu'elle est extrêmement audacieuse. Comme Phileas Fogg, elle sait voyager léger et elle va faire son tour du monde en 72 jours. On ne peut pas dire qu'à l'époque de Nelly Bly ou même de Gaston Stigler, le tour du monde soit vraiment banalisé. Mais disons qu'on en fait plus. Et surtout, cette culture qui est nouvelle, celle de Nelly Bly, de Stigler, c'est la culture journalistique, c'est la culture du sport. Et ça, Verne était déjà assez vieux à son époque. Il était un petit peu dépassé pour tout ça. Et pour tout dire, même, ça ne lui plaisait pas beaucoup, je pense. À Paris, en 1900, les autorités françaises inaugurent une nouvelle exposition universelle. Et les visiteurs se pressent avec plaisir sur la rue de l'Avenir, nom donné au trottoir roulant qui ceinture cette foire au progrès, précipitant le public dans le XXe siècle et sa modernité. L'épouse de Jules Verne fait le déplacement, mais lui, à 72 ans, dédaigne la visite. Jules Verne aura toujours regardé la vitesse, le progrès, les technologies, le rapport au monde avec distance, parce que c'est son tempérament à lui. Mais il y a ce que Jules Verne voit et ce que nous voyons. Or, Jules Verne, il a été un vecteur de ce progrès. C'est pas pour ça que lui, personnellement, il y adhérait à 100%, mais il est devenu quand même un symbole de l'idée de progrès. Beaucoup de ces romans parlent de machines extraordinaires, parlent de ville idéale. Finalement, certains pensent que ce sont des dystopies, ce sont finalement une critique de la société dans laquelle il vit et des dangers parfois que peuvent apporter les sciences.
On idéalise finalement le Nautilus, ce sous-marin, c'est quand même une arme de destruction pour détruire les navires anglais. Et d'un autre côté, il est lui-même dans une maison du 19e siècle sans électricité, mais ça lui convient de travailler à la bougie. Et il y a des choses très drôles où il râle après les premiers automobilistes qui roulent à 30 km/h au pied de chez lui. Il trouve ça, ils roulent trop vite et trop bruyant et trop polluant avec cette fumée, etc. Hetzel va lui offrir une machine à écrire. Il se refusera à taper sur cette machine à écrire. Il préférera travailler à la plume, même à la fin de sa vie, où là, cette fameuse crampe de l'écrivain qui lui rend une écriture complètement illisible, il refusera jusqu'au dernier moment d'utiliser cette machine à écrire. Le 21 décembre 1872, Phileas Fogg arrive à Londres. Mais trop tard, il a perdu. Mais un rebondissement de génie lui offrira une revanche inespérée. Oui, le monde a rétréci. La course contre le temps inventée par Jules Verne est devenue 150 ans plus tard notre rythme quotidien. On peut remporter une compétition vis-à-vis de quelqu'un d'autre, mais le temps, qui peut croire qu'il va gagner contre le temps ? Nous vivons avec Internet aujourd'hui. Les 80 jours ont été réduits à 0. Mais la véritable domination du monde ne s'est pas installée pour autant. En s'installant à Amiens pour se consacrer pleinement à l'écriture, Jules Verne espérait ralentir l'écoulement du temps. Aura-t-il réussi ? Il est dans mes intentions d'achever, avant que je ne puisse plus travailler, une série qui traite sous forme de roman l'ensemble de mon étude de la surface du globe et du ciel. Il reste encore des parties du monde que mon esprit n'a pas encore pénétrées. Mais le monde est bien grand et la vie bien courte. Et pour laisser mon œuvre complète, il faudrait vivre 100 ans.